Alors du coup, est-ce que le mot herpétologie vous évoque quelque chose? Non, non, rien du tout. L'herpétologie je connais pas du tout. Le mot? Herpétologie. Pas trop, non, j'avoue. Non. Herpétologie? Non, du tout. Absolument rien. À part l'herpès, à la limite. Absolument pas. Pas du tout. Herpétologie. Je sais pas, moi ça peut être en rapport avec je sais pas, tout ce qui est végétal ou tout ce qui est en rapport avec les animaux. Après, je connais pas du tout, je sais pas du tout, honnêtement. Ok, merci. Ouais, avec plaisir. Mais alors, c'est quoi l'herpétologie? L'herpétologie vient de herpès, quelque chose qui rampe. Et par tradition, eh bien, l'herpétologie, c'est la science des reptiles, mais aussi des amphibiens. Bien que finalement, sur le plan scientifique, les amphibiens et les reptiles n'ont pas du tout la même origine. Et en fait, les reptiles se rapprochent beaucoup plus des oiseaux. D'après l'UICN, il y a à ce jour 4669 reptiles et 6460 amphibiens dans le monde, dont 42 espèces de reptiles et 40 espèces d'amphibiens en France. Sur les 40 espèces d'amphibiens, 3 sont en danger, 5 sont vulnérables, 12 sont quasi menacées, et les autres ont une préoccupation mineure. Sur les 42 espèces de reptiles, 3 sont en danger, 6 sont vulnérables, 4 sont quasi menacées, et 21 ont une préoccupation mineure. En fait, la SHF, depuis son existence, depuis plus de 40 ans maintenant, organise un congrès annuel pour vraiment réunir tous les partenaires et tous les adhérents surtout et les personnes impliquées dans le réseau Herpéto national, mais aussi avec nos voisins frontaliers. Ce 43e congrès, qui a eu lieu du 1er au 3 octobre 2015 à Toulouse, était l'occasion de réunir le monde de la recherche et le monde professionnel autour du thème « Les reptiles et les amphibiens de France à l'ère moléculaire, implications pour le gestionnaire ». Ce colloque était rythmé par des conférences sur l'herpétologie réalisées par des chercheurs et des professionnels du secteur. En vous présentant deux problématiques. La première, c'est l'origine des serpents, c'était grosse controverse. Et le deuxième, c'est l'évolution de l'appareil venimeux chez les squamates. Une première conférence a permis de resituer l'herpétofaune au niveau taxonomique et a été suivie par des présentations sur l'apport de la génétique dans le suivi d'espèces. Cette thématique, donc, elle est aussi en effet au cœur de l'actualité. On s'aperçoit que tout ce qui va être développé autour des outils moléculaires permet d'en savoir bien plus sur la dispersion, sur les espèces même. Grâce à ce travail, on arrive à mieux savoir en termes de conservation les problématiques de consanguinité ou pas, de dispersion. Alors les objectifs de l'étude, ils sont multiples. De nombreux partenaires étrangers venus de Belgique, d'Italie et d'Israël étaient présents. L'organisation de la conservation et puis les programmes de protection dépendent beaucoup de la recherche et des résultats de la recherche. Et que les deux sont très liés. L'extraction d'ADN permet notamment de différencier des espèces, sous-espèces et populations. La recherche, grâce aux études moléculaires, permet de mieux connaître l'herpétofaune au niveau de la taxonomie, de la génétique et de la dynamique des populations. L'outil moléculaire, ça sert également à des tas d'autres choses, et notamment pour les gestionnaires, tous les gestionnaires d'espaces naturels, conservatoires, etc. Ça sert à entrer finement, on va dire, dans la réalité du fonctionnement des populations. Et ça a des implications très très concrètes. La prise en compte de l'aspect moléculaire dans l'analyse des amphibiens et reptiles, bon, pour nous c'est quelque chose d'assez éloigné, mais c'est toujours intéressant de se tenir informé de ce genre de méthode. Tout simplement parce que ces techniques-là, nous on peut être soit amené à les utiliser dans de rares cas, mais ça peut nous arriver, soit d'en être critique quand on reçoit des rapports sur les forêts que l'on gère pour le compte de l'État. D'autres conférences, plutôt de type professionnel, ont été présentées, notamment sur la mise en place de plateformes accessibles au grand public, telles que SOS Serpent, ou un portail internet pour recenser la prédation des chats domestiques sur l'herpétofaune.
Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de près ou de loin, et notamment les naturalistes qui sont amenés à établir par exemple des listes rouges ou à établir des programmes de conservation, etc., ou même des atlas de répartition, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'espèces, de sous-espèces qui ont changé de statut. Des sous-espèces sont devenues des espèces sont devenues des sous-espèces, etc., etc. Une valse des étiquettes et des tiroirs en fait, et qui tient en fait à la généralisation de l'outil moléculaire en systématique. Les professionnels s'accordent à dire que la recherche en biologie moléculaire leur sert concrètement dans des problématiques de suivi, de gestion et de conservation. Cette année, on a voulu lancer quelques nouveautés avec l'organisation d'ateliers sur des thématiques vraiment très particulières qui sont d'actualité au niveau de la SHF. Et ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur des problématiques comme le suivi des espèces grâce aux POP amphibiens et POP reptiles, et comment aussi améliorer les réseaux au niveau des données, les échanges entre structures. Un premier atelier était orienté sur les référents régionaux afin d'améliorer le partage d'informations entre eux. Le second atelier avait pour thématique l'actualisation des protocoles POP reptiles et POP amphibiens. Est-ce que quand quelqu'un me propose des résultats issus du protocole POP amphibien ou POP reptile, ça a une pertinence nationale, régionale, locale? Quel est l'intérêt, quelle est la validité de ce genre de choses? Et on se prend les coordonnées et puis comme ça permet d'échanger, soit donc, comme je disais, partir sur des projets ensemble, soit on prend leurs compétences pour nous aider sur des sujets qui nous intéressent, pour lesquels on n'avait pas encore les compétences nous-mêmes, etc. On découvre de nouvelles études qui sont faites régulièrement et donc forcément ça nous enrichit. C'est-à-dire qu'il y a des questions qu'on se pose, certaines fois on est bloqué par des problèmes, je sais pas, d'ordre expérimentaux, et puis on va discuter avec quelqu'un et on arrive à faire exploser certains verrous, ça nous permet d'aller un peu plus loin, et même après sur les questions adressées, on voit des collègues qui montrent des choses nouvelles, donc ça nous permet après de réajuster nos questions, et ça c'est toujours enrichissant. De manière générale, les congrès, et celui-là en particulier, parce qu'il y a justement ces conservateurs qui sont là. Ces ateliers traduisent un besoin de partage et d'échange entre le monde de la recherche et le monde professionnel, afin de répondre à des questions et de remettre en cause certains protocoles. On va aller voir un peu plus tard un des fameux transects, les POP reptiles là. On a un transect un peu plus loin. On va toujours jeter un coup d'œil là-dessus. Les conditions sont pas trop mal pour un début octobre. Donc quand on a des écailles non carénées plus les taches qu'il y a sur le corps de la couleur verte et jaune et qui sont souvent plus claires, c'est la seule qui peut avoir ça. Cette année, comme depuis 3 ans maintenant, nous avons à peu près aux alentours de 200 participants, ce qui est vraiment remarquable. On a vu aussi l'implication de tous les bénévoles du groupe Herpeto de Nature des Pyrénées, les Master 2 GBAT qui sont venus aussi nous donner un grand coup de main, et de la SHF. Choisir en un seul mot pour caractériser ce congrès. Et je dis juste le mot, je dis en un mot, juste le mot. Alors, je pense que si je devais qualifier le congrès cette année, je dirais convivialité. Il me vient le mot convivial. Moi, convivial. 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 Innovation. Parfait. Colloque parfait. Évolution. Celui qui me vient, c'est efficace. Je dirais échange. Encourageant. Voilà.